Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Olivier Delorme qui va se présenter. Donc suite à cette crise agricole, comme on voit chaque année, qui n'est pas en réalité une crise de la dermatose, mais qui est une crise économique, qui est une crise bien plus profonde du modèle économique européen, mondial. Et là, ça va nous permettre d'avoir une autre vue d'ensemble de la situation économique dramatique de l'Union européenne avec Olivier puisqu'Olivier habite en Grèce et en France, il fait des allers-retours, et là-bas il côtoie aussi des paysans, et il va nous parler de l'industrie en Grèce, et comment ça s'est passé en Grèce et comment ça évolue. Olivier, à toi la parole. Oui, ben bonjour. Donc j'habite effectivement en Grèce. J'ai écrit un livre sur l'histoire de la Grèce et des Balkans chez Gallimard en 3 tomes. Et donc je connais bien ce pays. Et ce pays est secoué juste avant la crise paysanne en France. La crise paysanne a commencé ici aussi. De manière très massive. Il y a aujourd'hui plus de 100 points de blocage dans le pays, avec plus de 7000 tracteurs qui bloquent le port de Thessalonique, par exemple, les principaux aéroports du pays, les grands axes de communication. Donc il y a une colère paysanne qui est très très forte. Et si tu veux, ben, on peut revenir à la fois sur les causes de cette colère paysanne et également sur leurs revendications, puisque ils ont écrit hier, non, il y a 2 jours, une lettre au Premier ministre qui les a invités à négocier dans son bureau, et ils ont refusé d'aller dans son bureau en disant que leur revendication était à prendre ou à laisser. Donc, si tu veux, ici, c'est une situation qui est une situation assez inédite, hein, depuis 2015, depuis 2012, avec les mémorandums et ce qu'on a appelé la crise grecque, qui n'était pas du tout une crise grecque, qui était là, avant tout la crise de l'euro. Et en réalité aujourd'hui, le pays se réveille après 10 ans d'assommoir européen, c'est-à-dire que les gens ont été véritablement assommés par toutes les mesures qu'on leur a imposées. Il faut savoir, par exemple, qu'on a coupé les salaires et les pensions entre le tiers et la moitié, hein. Donc, si tu veux, des gens qui avaient cotisé toute leur vie et qui étaient à la retraite se sont retrouvés avec la moitié du revenu pour lequel ils avaient cotisé, ou le tiers ou la moitié. Donc, si tu veux, tout ça a fait que les gens ont été renvoyés à la nécessité de survivre. Et aujourd'hui, les choses ne font que se dégrader, contrairement à ce qu'on raconte sur les médias mainstream, où on dit la Grèce va mieux. La bourse grecque va mieux, mais le pays ne va pas mieux du tout. Les salaires sont toujours très bas. Le PIB est toujours inférieur à ce qu'il était en 2012. Et Ils ont un PIB de combien, la Grèce? oh, je pourrais pas te dire, mais la perte de PIB a été de 30% après 2012, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de la richesse nationale qui s'est évaporée. Et aujourd'hui, on est dans des, on n'est pas revenu on n'est pas revenu au niveau de 2012. Et en 2012, quand tout s'est déclenché en Europe, c'est parce que, soi-disant, la dette grecque atteignait 120% du PIB, ce qu'on Oui. va bientôt atteindre en France. Et après 10 ans d'austérité, la dette qui a dépassé les 200% du PIB est aujourd'hui autour de 180%. Donc, si tu veux, tout ça est un immense échec, contrairement à ce qu'on dit, 200, 200, dans, 250 milliards. dans les médias. Et, 250 milliards, et 250 milliards de dollars de PIB, voilà. la Grèce. Et les paysans ont encaissé le coup comme toutes les catégories sociales, sauf que pour les paysans aujourd'hui se pose
une dégradation supplémentaire de leur situation. D'abord avec les sanctions contre la Russie, parce que la Russie était un débouché majeur pour l'agriculture grecque en matière de produits frais et que du jour au lendemain, ces filières d'exportation ont été interrompues par l'Union européenne. Et donc, pour ces agriculteurs, ça a été une perte sèche de revenus. Et puis également par une inflation sur les prix de l'énergie qui est considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de l'essence et de l'électricité en Grèce sont les plus élevés en Europe ou parmi les plus élevés en Europe. Donc, si tu veux, pour la rentabilité des exploitations agricoles, c'est tout à fait considérable. Et d'ailleurs, dans leurs revendications, les agriculteurs demandent le plafonnement du prix de l'électricité à 7 centimes d'euros le kilowattheure et une détaxation complète du gazole à la pompe, du gazole pour leur tracteur. C'est parmi les premières revendications qu'ils ont présentées. S'ajoute à ça qu'il y a une crise sanitaire dans les troupeaux. Alors, c'est pas la dermatose nodulaire, mais c'est la variole ovine, donc qui touche les troupeaux de moutons, très importants en Grèce. Euh, et le gouvernement a décidé l'abattage plutôt que la vaccination. Donc, si tu veux, là aussi, on peut se demander quel est le rôle de la politique européenne dans tout ça. Est-ce que l'Union Alors, européenne la n'a pas dermatose, décidé de dépeupler les troupeaux dans tous les pays de l'Union? Et donc, plutôt que de vacciner ce que réclament les agriculteurs, on abat des troupeaux et les indemnisations, comme d'habitude, viennent très, très, très tard et ne sont absolument pas à la hauteur des pertes des agriculteurs, des éleveurs, ce qui fait que c'est aussi une des revendications. Si tu veux, je peux te donner la liste des revendications qui ont été présentées au ah Premier oui, oui, ministre, oui, juste mais une peut-être c'est parenthèse. mieux Oui, oui, de discuter que tu... juste une parenthèse. Là, ce que tu dis en Grèce, la dermatose, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la variole ovine. Ah, bah tu vois, je savais C'est pas. confirmé par les vétérinaires. Moi non plus, je D'accord, savais pas, je l'ai appris là. d'accord. Donc leur revendication, bah, c'est gagner leur vie, hein, c'est avoir des prix. Alors, revendication, je te dis, parce que hier, le ministère de l'Agriculture leur a répondu en leur disant qu'il y avait il y avait des revendications raisonnables et d'autres maximalistes. Et puis surtout, il a dit, il y a certaines de vos revendications qui sont incompatibles avec les règles de l'Union européenne. Donc, si tu veux, ça a été dit absolument clairement. Et tu vas voir quand je vais te dire les revendications, pourquoi effectivement elles sont incompatibles avec. Alors, première revendication, l'abandon de toutes les poursuites engagées contre les agriculteurs à la suite du mouvement actuel. Paiement des sommes dues par l'État, que ce soit au titre de subventions, d'indemnisation ou d'autres sources. Alors, il faut savoir, si tu veux, qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu des inondations catastrophiques dans la plus grande région agricole de Grèce qui s'appelle la Thessalie, où en fait, par manque de drainage, par manque etc., les pluies ont touché des dizaines et des centaines d'exploitations et que on leur a promis une indemnisation et que cette indemnisation, elle n'est toujours pas arrivée 2 ans après, ou elle est arrivée très partiellement. Et donc, beaucoup de ces agriculteurs n'en peuvent plus. Donc, alors là, prix garanti pour les productions, prix garanti pour les productions. Voilà, prix minimum garanti pour les productions. Comme nous, on Et donc demande. là, tu vois bien que l'Union européenne ne peut pas accepter ça. On va y en venir. Baisse du prix de l'électricité à 7 centimes le kilowattheure, détaxation du gazole à la pompe, réduction des coûts de production, parce que en fait,
la Grèce qui autrefois produisait ses aliments pour le bétail est aujourd'hui totalement dépendante des importations. Parce que l'euro est totalement surévalué pour la Grèce et que ça coûte plus cher de produire sur place que d'importer du Brésil ou d'Argentine, si tu veux. Donc du coup, ces aliments sont aujourd'hui importés et ils sont importés à des coûts qui ont augmenté en même temps que le prix de l'énergie. Euh, sorti du marché européen de l'énergie, parce que le gouvernement a créé une bourse énergétique qui, en fonction des prix européens, fait varier, écoute-moi bien, fait varier le prix de l'électricité aux consommateurs tous les jours. Hein? C'est-à-dire que tous les jours, comme moi, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, on avait une facture d'électricité tous les 2 mois, comme en France, tous les 3 mois, comme en France. Et aujourd'hui, on a une facture d'électricité tous les mois qui nous dit voilà quel est le prix de l'électricité ce mois-ci en fonction de la moyenne journalière à laquelle la Grèce achète son électricité parce que la Grèce n'a pas de centrale nucléaire, elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, donc elle importe la totalité de son énergie et elle avait 2 gisements de lignite qu'on lui a fait fermer pour des raisons écologiques. Donc le prix de l'énergie a explosé en Grèce d'une manière encore plus considérable qu'en France. Et alors, le gouvernement a fait une politique d'énergie renouvelable, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays se couvre d'éoliennes qui sont achetées à l'Allemagne, à la Chine, aux États-Unis, et qu'on paye les agriculteurs pour abandonner leurs terres et Oui. faire des champs de plaques solaires. Donc, si tu veux, t'as un concentré de toutes les. Voilà. Alors, euh, de tous les dysfonctionnements européens. Donc, réorganisation de l'organisme qui est chargé de distribuer les aides européennes aux agriculteurs. Alors, c'est un énorme scandale. En fait, c'est là-dessus qu'a débuté le mouvement agricole. C'est-à-dire que alors cet organisme s'appelle l'OPKP, donc il touche les subventions de Bruxelles et en principe, il les redistribue. Sauf que on a appris l'année dernière que toute une partie de ces fonds européens avait été détournée au profit de malfrats qui sont liés plus ou moins au parti au pouvoir et qui ont déclaré des surfaces agricoles qui en réalité ne sont, ou des têtes de bétail qui en réalité n'existent pas. Et donc, au lieu d'aller aux agriculteurs et aux éleveurs, cet argent européen est allé dans des poches. Donc, il y a à l'heure actuelle une commission d'enquête au Parlement. C'est un énorme scandale, hein, un énorme scandale. Une des, une des responsables de l'opposition, Zoé Constantopoulou, qui Oui, bah, qu'on connaît, nous, dirige ouais. Cap sur la liberté, qui est très lié à République souveraine. Ouais, qui travaille avec nous. Ouais. Voilà. Donc, elle est comme sur le scandale ferroviaire de Tempe, de l'accident de train. Elle est à la pointe des luttes au Parlement. Elle est très active dans cette commission d'enquête. Et avant-hier, on l'a menacé d'avoir la gorge tranchée à la sortie de l'audition d'un des types qui a détourné ses fonds et qu'elle a interrogé avec beaucoup de vigueur. Donc ça. Alors, vaccination des troupeaux ovins contre l'épidémie de variole, reconstitution gratuite des troupeaux abattus, indemnisation des revenus perdus pour cause d'abattage. Prix garanti afin de couvrir les
coûts de production et d'assurer un revenu durable permettant de subvenir aux besoins essentiels et de couvrir les frais de culture. Suppression de la TVA sur l'électricité, compensation des pertes de revenus pour 2025 sur tous les produits dont les prix sont inférieurs aux coûts de production, réalisation des projets d'infrastructures nécessaires exigés par le mouvement agricole dans chaque région, irrigation, protection contre les inondations et les incendies, construction de routes rurales, etc. Indemnisation à 100% de la production et du capital contre tous les risques naturels et maladies à tous les stades de la production grâce à un financement public adéquat. Seuls les producteurs, véritables agriculteurs et éleveurs devraient percevoir les subventions et ne pas pouvoir être saisis sur leur exploitation. Mise en place d'une loi sur l'échange de parcelles agricoles parce qu'il n'y a pas eu de remembrement en Grèce. Donc il y a une grande parcellisation des exploitations. Voilà, écoute-moi bien, stopper les importations massives et les hellénisations de produits importés sans droit de douane, notamment dans le cadre du Mercosur et des autres accords européens. Gel des dettes auprès des organismes d'assurance et des banques, règlement par mensualité sans intérêt ni acompte, maintien des ressources de la PAC qui risquent aujourd'hui d'être allouées à la préparation de la guerre, avec des coupes budgétaires qui sont déjà prévues, supprimer les bons de livraison exigés des producteurs qui doivent envoyer de manière électronique depuis leur exploitation, et doublement immédiat des pensions agricoles. Voilà, donc tu vois un peu l'ampleur de ce mécontentement agricole dans ce pays. Donc là, Olivier, on est face, on le sait, hein, nous on est habitués parce qu'on fait des réunions, on est face à un effondrement économique de la zone euro, pas que la zone euro, hein, la crise elle est mondiale, mais là, si on prend pas des décisions radicales, on va, là, bon, aujourd'hui, il y a les BRICS, hein, d'un côté, Trump qui essaye de résister, mais nous les Européens, on va devenir quoi, Olivier? Bah, on va devenir ce qu'on est déjà devenu avec l'industrie, c'est-à-dire qu'on va plus rien produire. Oui, Voilà. l'industrie, Alors, faut que tu dises un mot de l'industrie en Grèce. Elle est ah par ben, terre. si tu veux, tout a été détruit ici. Ils ont fait fermer, à partir de 2012, ils ont fait fermer la quasi-totalité des productions. Le pays produisait ses propres engrais. Les engrais sont maintenant importés du Maroc, etc. Tout ce qui était tout ce qui était de l'ordre de l'industrie. Si tu veux, la Grèce qui a à côté, par exemple, il y a la Turquie avec un gros problème géopolitique et Oui, une menace permanente d'un pays de 80 millions d'habitants sur un pays, la Grèce, de moins de 11 millions d'habitants. Donc c'est un gros problème. Et la Grèce avait un petit un secteur d'armement qui fonctionnait. L'Union européenne a exigé sa fermeture parce qu'il n'était pas rentable, entre guillemets. Donc, si tu veux, il ne reste aujourd'hui dans l'industrie en Grèce, il ne reste aujourd'hui qu'en réalité la construction navale, qui est oui, le pilier traditionnel, et l'armement naval qui continue à fonctionner bien. La Grèce doit toujours avoir la première flotte commerciale au monde. Et puis l'industrie touristique. oui, voilà. Mais le reste, on a tout liquidé. Alors après, il y a des petites entreprises qui sont reparties, notamment dans les produits de beauté, dans l'informatique, dans l'océanographie. L'université de Patras est une des premières universités au monde pour les sciences océanographiques et les ressources qu'on peut tirer de la mer. Voilà, donc si tu veux, tu as des secteurs de pointe comme ça
qui sont partis, mais tout ce qui était l'industrie qui faisait vivre une classe ouvrière, elle a disparu. Et si tu veux, moi, je suis assez vieux pour me rappeler de Michel Rocard, premier ministre de François Mitterrand, qui un jour a dit ah, mais vous savez, tout ça, c'est fini. On produira plus de parasols, mais on produira des ordinateurs. Pour dire, en gros, on va abandonner tout ce qui est les productions sales, hein, les trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, et puis en revanche, on va se garder les secteurs de pointe. Manque de peau, quand tu n'as plus la base industrielle, tu n'as plus non plus les secteurs de pointe. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette politique-là, qui a été initiée sous l'égide de l'Union européenne, elle aboutit partout à des catastrophes économiques. Et que donc aujourd'hui, on ne produit plus rien. Et c'est dramatique parce qu'on nous a fait croire enfin, moi, je l'ai jamais cru. J'enseignais dans une université interage et je disais aux gens, Oui, parce que toi, Olivier, tu étais enseignant, mais tu es historien et essayiste. oui, oui, à l'origine, j'étais prof d'histoire. Ah oui. Et puis, si tu veux, à un moment, je me suis mis à l'écriture. Donc, j'ai écrit, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Tu vois, voilà. Alors, Euh, tu l'as envoyé à Macron pour qu'il ait le temps de le lire, non? oui, oui, oui. Alors, il est sorti en 2017 et là, il va être traduit en langue tchèque. Enfin, il est en cours de traduction en langue tchèque. Et puis, donc, je me suis spécialisé sur l'histoire de la Grèce, qui est un pays que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et de l'environnement général, c'est-à-dire de tous les Balkans. Donc voilà, si tu veux, on a fait croire aux gens. Je me rappelle aussi des types, le patron d'Alcatel, je crois, qui disait on va faire des industries sans usine, ou des sociétés sans usine. Hein, voilà. En réalité, on a tout vendu. On a vendu Péchinet, enfin nous les Français, Péchinet qui d'ailleurs fabriquait de l'aluminium en Grèce, puisqu'il y avait une grosse mine de bauxite qui a été mise en valeur par Péchinet dans les années 60, qui était, voilà, qui était des leaders mondiaux, et on a bradé tout ça. Donc aujourd'hui, on n'a plus de base industrielle et on a l'impression que l'Union européenne veut liquider la base agricole. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Alors, Quand on laisse rentrer les poulets, les poulets ukrainiens qui sont élevés dans des conditions sanitaires et de respect des animaux dans des conditions abominables, et qu'on les laisse rentrer librement, ben on sait bien que les producteurs de poulets français vont prendre, ou grecs, parce qu'il y avait il y a une production de poulets en Grèce. de toute Si façon, tu veux, le- sur les bovins, par exemple, j'ai une amie qui cultive des pommes de terre près de la frontière bulgare, qui sont des pommes de terre très réputées en Grèce, dans la région de Névrokopie, et qui me disait hier ou avant-hier, aujourd'hui, on importe 85% des vaches et des veaux qui sont consommés en Grèce. 85%. Nous, ici, au village, on a un éleveur et sa sœur qui ont un troupeau de bovins, de chèvres et de moutons. Mais si tu veux, ces élevages, ils ont quasiment disparu dans des régions entières. Alors qu'il y a des régions qui sont tout à fait aptes à l'élevage et que la Grèce pourrait parfaitement s'autosuffire, si tu veux. oui, Dans les années 30, la Grèce était autosuffisante en céréales, tu vois.
Donc tout ça est une abomination en Ah oui. réalité. C'est-à-dire que Ah ben le libre-échange. Alors quand on allait aux réunions, moi quand j'allais aux réunions avec Michel Barnier, quand il avait été ministre de l'Agriculture, il nous avait répondu à l'époque, hein, ça remonte ça, hein, c'était tout au début, hein, il avait dit oui mais vous n'avez pas le choix, faut mettre toutes nos forces dans l'Union européenne parce que demain, dans les grandes négociations internationales pour l'agriculture ou l'industrie, il n'y aura pas un Belge, un Grec, un Italien, un Espagnol face aux Chinois et aux Américains, il y aura un Européen. Enfin, tu vois ce qu'ils nous avaient vendu, quoi. oui, oui. Mais en réalité, tout ça, c'est du pipeau, parce que les 27 n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes contraintes, ni les mêmes forces, ni les mêmes faiblesses. Et en réalité, l'Européen qui les représente, il les représente toujours sur le plus petit dénominateur commun. Et avec le plus petit dénominateur commun, on est toujours, on est toujours les dindons de la farce, si j'ose dire. Donc, si tu veux, euh, aujourd'hui, quand Van der Leyen est allé est allé accepter les droits de douane de Trump, elle a accepté les droits de douane de Trump au nom des 27. Oui, Or, dans ces 27, il y en a 5 qui sont 5 ou 6 qui sont en gros excédent commercial avec les États-Unis, qui, si ça n'était pas, s'ils y étaient allés indépendamment, oui, ils auraient été plus taxés qu'ils ne le sont. Mais les 21 autres qui sont en déficit commercial ou quasiment à zéro avec les États-Unis, comme nous, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme etc., on aurait été beaucoup moins taxés bien. parce que les États-Unis n'avaient pas le même intérêt à taxer des pays avec lesquels ils sont à l'équilibre ou avec lesquels ils sont en déficit. Ils n'auraient pas intérêt à les taxer. Donc tu vois bien que cette histoire de on est plus fort à 27, c'est une vaste fumisterie. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé en réalité. Quant au libre-échange, j'ai un copain qui s'appelle Frédéric Farah, qui Oui, est un ah oui, économiste, qui avait écrit à l'époque, coécrit un petit livre sur le TAFTA, tu sais, oui, oui. l'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui a finalement échoué parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne. Et, euh, et ce livre s'appelait TAFTA, le libre-échange ou la loi du plus fort. Le libre-échange, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que dans le libre-échange, c'est toujours le plus fort qui dicte sa loi aux autres. Donc, si tu veux, et ça, Trump l'a très bien compris, les États-Unis étaient libre-échangistes tant qu'ils étaient les plus forts. Aujourd'hui que les Chinois sont les plus forts, ben, il est plus libre-échangiste. Tout à C'est-à-dire fait. que il en revient au protectionnisme. Et donc, si tu veux, la question de l'Europe aujourd'hui, c'est que si elle voulait protéger son appareil productif, qu'il soit industriel ou agricole, elle repartirait sur le principe fondateur qui était celui de l'Europe des six, c'est-à-dire la préférence communautaire et le tarif extérieur commun. Mais tout ça, on l'a foutu en l'air avec l'acte unique européen, Tout à fait. bien avant même, avant Ah bah oui, avant Maastricht. Maastricht, l'acte unique, c'était avant. En fait, on parle toujours de Maastricht, Oui, mais, mais l'acte unique est bien plus, bien sûr. est bien plus, enfin non, il n'est pas plus, mais il est aussi destructeur que la monnaie unique, parce que c'est lui qui a établi la libre circulation des capitaux, des hommes et des marchandises. Et à partir de là, si tu veux, à partir du moment où tu abaisses tes frontières douanières à l'extérieur et où tu as une libre circulation à l'intérieur, ben, ça veut dire que celui qui produit au moins cher, et il produit au moins cher parce que il a moins disant social, Oui,
il n'a pas de retraite pour les vieux, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, parce que les salaires sont très bas, bah, celui-là, il emporte la mise parce que les autres ne peuvent pas être en concurrence loyale avec ça. Parce que le principe le principe du tarif douanier, c'est une écluse, c'est-à-dire que c'est fait pour mettre à égalité des gens qui ont des coûts de production différents parce qu'ils ont un système social différent. De toute Et quand on façon, nous dit, tu- quand on nous dit que le protectionnisme est une catastrophe toujours, c'est pas vrai. Si tu veux, il y a eu, après la guerre de 70, on a eu, de 1870, oui, on a eu en France ce qu'on appelait la longue dépression, c'est-à-dire une période de stagnation économique et de très faible croissance, et avec des crises agricoles, avec les crises viticoles, etc., etc. Et on en est sorti comment? On en est sorti avec le tarif Méline, c'est-à-dire le Premier ministre, le président du Conseil de l'époque, Méline, qui a établi un tarif protecteur pour les producteurs français, industrie et agriculture. Et donc, si tu veux, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais si on ignore les leçons de l'histoire, l'histoire se venge. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas abaisser ces barrières douanières avec des pays qui n'ont pas les mêmes modes de production que nous. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, en plus, les mêmes normes bah, les sanitaires, mêmes normes, etc., et puis etc. même l'agriculture, c'est même pire que ça, parce qu'il y a le monopole des facteurs, comme on dit en termes économiques. Rien que par le climat, un grec ne peut pas produire, rien que par le climat, la pluviométrie, la Bien sécheresse. sûr, Et tu parlais tout à l'heure du libre-échange. Les Anglais, qui étaient la première puissance mondiale, il était pour le libre-échange, tout pendant qu'ils ont été en position de force. Et puis, dans ce que tu dis, il y a un autre élément, c'est que les douanes, les tarifs douaniers, en plus, avant, quand on avait chacun notre monnaie, il faut qu'on en parle de ça. Comment oui, on peut oui. sortir tranquillement de l'Union européenne, parce qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain. Bah, on faisait des dévaluations, c'est-à-dire qu'on adaptait notre monnaie, on la révaluait ou on la dévaluait. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette arme-là. C'est ce que vient de faire Trump. Parce qu'on Oui, parle des droits de douane, mais le dollar a dévalué de 15%. tout à fait. Donc si tu veux, quand tu ajoutes 15% de droits de douane et 15% de dévaluation, ça fait 30% qu'on s'est pris dans le nez. Oui. Alors, sur ce que tu dis sur les agriculteurs grecs qui peuvent pas produire la même chose que, etc., tu as parfaitement raison. Mais par exemple, si tu veux, pourquoi est-ce que en France, on trouve pas d'oranges grecques? Pourquoi on trouve des oranges marocaines et pas d'oranges grecques? Normalement, si tu veux, la Grèce est un pays producteur d'oranges. Normalement, la préférence communautaire fait que le marché français devrait acheter davantage à l'intérieur de Ah oui? l'Union aux paysans grecs des citrons, des Oui. oranges, des mandarines, des clémentines, tout ce que produit la Grèce en quantité. Et donc, tu vois bien que c'est pas possible parce que le Maroc produit moins cher que la Grèce. Et comme il n'y a pas de barrière douanière, eh ben, on va acheter au Maroc plutôt que d'acheter en Grèce. Pareil pour l'huile d'olive. Si tu veux, et donc, moi, quand il y a eu la crise grecque, la fameuse crise grecque, Avec qui est Syriza, pas du avec tout Syriza, Syriza. oui, j'avais dit, mais si vous voulez aider les Grecs, mettez en place des filières, des filières commerciales qui permettent aux Grecs d'exporter dans les autres pays de l'Union des produits qu'on achète hors de l'Union européenne. Mais ça n'a pas été fait. Si tu veux, ça n'a pas été fait. Les Grecs ont eu tout le mal du monde à faire reconnaître la feta comme une appellation d'origine contrôlée. Pendant des années et des années, les Néerlandais produisaient un fromage absolument dégueulasse qu'ils appelaient feta et qui n'avait rien à voir avec la vraie feta grecque et qui vendait évidemment
au tiers ou à la moitié du prix de la feta grecque, parce que la feta grecque, elle répond à des modes de production, voilà, plus ou moins artisanaux, etc. Et Oui, c'était très marrant d'ailleurs pour moi qui connaissais, parce que la vraie feta grecque, si tu veux, quand tu achètes un morceau de feta, il y a plein de bulles à l'intérieur. Et la feta danoise, c'était une espèce danoise ou néerlandaise, hollandaise, oui. c'était une espèce de bout de plâtre. Il n'y avait pas un trou à l'intérieur, donc ça n'avait absolument pas le goût de feta. Donc, si tu veux, tout ça tout ça est c'est une vaste escroquerie en réalité l'Union européenne. Oui, alors donc on disait, on a vu le bilan de l'Union européenne, on voit l'échec du libre-échange, de la théorie de David Ricardo des coûts, des avantages comparatifs, des coûts comparatifs. Donc maintenant, cette Union européenne, parce qu'on a le problème des soldes de Target 2, on a le problème de la dette de la France, on a le problème qu'on s'est désindustrialisé. Euh, pour ressortir de là, il faudrait tisser des liens avec trois, quatre pays avec lesquels on peut faire de la coopération et on peut faire des échanges réciproques, parce que pour sortir concrètement de ce carcan là, Olivier, ça se fait pas un coup de baguette magique. Alors, tu sais, moi, ce que je dis depuis 15 ans, euh, et même plus, c'est que en réalité, la meilleure manière de sortir, ça serait de négocier la dissolution de l'Union européenne avec les autres et savoir, une fois qu'on est d'accord pour dissoudre, ce qu'on garde en matière de coopération Oui. entre les États et en matière de coopération équilibrée entre Oui, bah les États. Airbus. Voilà, alors Airbus ou moi je parle toujours de l'agence spatiale européenne qui a fait des choses absolument techniquement et scientifiquement absolument fantastiques. Et cette agence spatiale européenne, elle fonctionne sur le principe on a un programme scientifique commun et sur ce programme scientifique commun, chacun met en fonction de ses ressources. Oui. Et donc, on a une base, si tu veux, sur laquelle tout le monde participe proportionnellement à ses ressources. Et puis ensuite, on a des programmes scientifiques qui intéressent plus ou moins les uns et les autres. Et à ce moment-là, les uns et les autres choisissent de mettre davantage sur ce programme scientifique que sur un autre, ou davantage sur un autre que sur celui-là. Et puis, en retour, chaque pays reçoit des commandes industrielles à proportion de ce qu'il a mis dans le pot commun sur tel ou tel. Voilà. Alors, ça, si tu veux, c'est ce que j'appelle un système mutuellement avantageux et qui serait, dans l'idéal, qui serait, si on avait des hommes politiques dignes de ce nom, qui serait la manière de sortir intelligemment de ce truc, de ce machin, comme disait le général de Gaulle à propos de l'ONU, de ce machin dont on voit bien aujourd'hui qu'il nous tue économiquement, qu'il nous tue démocratiquement, parce que nos lois ne sont plus faites par nos parlements, par les parlements, elles sont faites par une technocratie euh, en, en symbiose avec des lobbies patronaux ou de lobbies comme la FNSEA qui n'en ont rien à faire des agriculteurs. J'allais employer un mot plus vulgaire. Donc, si tu veux, la bonne manière de sortir, c'est ça. C'est-à-dire, on négocie, on négocie et on dit, bon, bah, écoutez, voilà, on s'est trompé depuis le début et on fait autre chose. Mais alors, faut qu'on Euh, soit et- plusieurs demandeurs. Parce que cette dissolution, si on est que mais, deux ou trois demandeurs, mais, ça peut se faire. mais non, c'est-à-dire que
ce que je te dis là, c'est si on avait des hommes politiques qui soient des hommes politiques de la trempe, ou des hommes d'État de la trempe du général de Gaulle, et qui voient au-delà, qui voient à au-delà de 6 mois. C'est-à-dire, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ils sont même pas capables de voir ce qui se passe sous leurs yeux. Donc, comment tu peux espérer aujourd'hui qu'ils tirent des conséquences d'échecs dans lesquels ils nous ont embourbés depuis plus de 50 ans. Donc jamais ils ne le feront. C'est-à-dire que tout ça est allé beaucoup trop loin. Oui. Donc si tu veux, la dissolution qui serait la dissolution mutuellement avantageuse, ma conviction, c'est qu'elle n'interviendra pas. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que tout ça va exploser en plein vol. Oui. Alors, parce que Voilà. ce qu'il faut bien expliquer aux gens, souvent, moi, je reçois plein de messages, mais comme beaucoup, les gens disent Frexit, Frexit, parce que bon, il y en a qui en ont fait un business de ça, on va pas donner de nom, mais il y en a qui ont monté des chaînes pour faire croire aux gens que le 1er janvier 2026, on fait Frexit et tout est réglé. Ça, c'est mentir aux gens, hein. Faut le dire honnêtement, c'est mentir aux gens, Olivier, ça. Non, mais si tu veux, le Frexit, d'abord, le Brexit a montré que sortir par l'article 50, ça donnait à l'Union européenne la possibilité d'étouffer un pays. Bon, voilà. Alors, le Royaume-Uni s'en est sorti parce qu'il n'était pas dans l'euro. Voilà. Mais pour nous, ça serait beaucoup plus difficile parce qu'il faudrait à la fois retrouver une monnaie nationale et il faudrait avoir préparé tout ça. Bien Donc, sûr. si tu veux, il faudrait, il faudrait avoir un gouvernement qui a imprimé les billets ou qui au moins a fait la surimpression des billets comme on l'a fait en 58 quand on est passé du nouveau franc Oui, de l'ancien franc au nouveau franc, ou pendant une période pendant une période transitoire, on a imprimé des choses par-dessus les billets, mais tout ça est techniquement très délicat. Alors, mais en même temps, si tu veux, si on ne se libère pas du carcan normatif et de l'Union européenne et de tout ce qui va avec, on est mort. Donc, si tu veux, un gouvernement qui arriverait au pouvoir, il devrait, à mon avis, poser un certain nombre d'actes de souveraineté immédiats. C'est-à-dire imposer que le droit national prime sur le droit européen, euh, euh, ne plus reconnaître la juridiction de la Cour de justice européenne qui produit du droit à jet continu, sans aucun contrôle, hein, puisque ce sont des juges qui se saisissent qui sont saisis de litiges commerciaux et qui, à partir de là, produisent des normes qui sont ensuite traduites dans le droit interne. Il faudrait faire ce que le gouvernement provisoire a fait en 45, c'est-à-dire une épuration de nos lois, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on garde dans les normes qui ont été imposées par l'Union européenne et transposées directement en droit français, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Bon, tout ça, c'est un énorme travail ben, on pourrait passer par l'article 11 et soumettre le peuple à Mais bien référendum. sûr, ah mais il faudra passer par un référendum de l'article 11. Il y a aucun doute là-dessus. D'autant plus qu'il faut en même temps réformer le Conseil constitutionnel qui nous empêchera de gouverner. Il faudra probablement prendre des mesures d'exception pour suspendre tel ou tel
pendant une durée donnée telle ou telle inamovibilité de tel ou tel personnage dans les institutions qui bloqueront toute politique. Donc, si tu veux, tout ça, ça se prépare en amont. Euh, Quant au Frexit, si tu veux, une fois, et puis tu nommes Jacques Sapir au ministère de l'économie et des finances pour préparer le changement de monnaie. Alors, si tu veux, le changement de monnaie, on a déjà fait ça, hein. Je parlais tout à l'heure du nouveau franc à l'ancien Oui, franc. oui, La Grèce a fait une réforme monétaire après 45. La Russie a fait une réforme oui. monétaire à la sortie de l'URSS. Probablement, il faudra faire défaut sur une partie de la dette, etc., etc. Donc tout ça, si tu veux, c'est un ensemble de mesures sur lequel il faudra aller très vite et pour lequel il faut être très largement préparé d'avance et pour lequel il faut avoir un véritable assentiment populaire. C'est-à-dire que il faut pas cacher aux gens qu'on va avoir 5 ans de difficile. Oui, et puis alors il faut expliquer aux gens aussi, parce que souvent, moi je vois en agricole, mais c'est pareil dans l'industrie, ce n'est pas parce que, si on prend l'exemple, on repasse au franc, si le modèle économique qu'on met en place, c'est Mais le bien même, sûr, ça sert à rien. mais bien sûr, c'est le problème de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que le Brexit, c'était très bien, Oui, mais comme derrière, il y a des gouvernements conservateurs qui ont mené exactement la même politique qu'avant le Brexit, bah, les résultats sont les mêmes. pareil. Donc, si tu veux, moi, alors là-dessus, c'est pareil, ça fait 10 ans, 15 ans que je débat là-dessus avec des gens d'un côté ou d'un autre. À un moment, on parlait de sortie par la gauche, hein. Je disais aux gens, mais vous sortez pas par la gauche ou vous sortez pas par la droite. La question, c'est de sortir, c'est d'être libéré et de redonner au peuple la maîtrise de son destin. De redonner au peuple la maîtrise de son destin, ça veut dire qu'ensuite, il peut choisir telle politique ou telle autre politique. Donc, il ne s'agit pas de prédéterminer ce qui sera fait après, mais il s'agit de dire aux gens, si on sort, a priori, c'est pour faire quelque chose de différent. Et si on fait quelque chose de différent, ben, il faut dire aux gens à l'avance ce vers quoi on va se diriger. Donc, si tu veux, derrière tout ça, il y a un travail Ça fait énorme il y a un travail énorme il faut un État stratège et des gens comme le général bien de Gaulle sûr, qui tracent des projets long bien moyen sûr, terme. il faut refaire un plan, mais un vrai plan. Si tu veux, j'entendais Sapir parler de la Russie il n'y a pas très longtemps, et il disait en fait, les Russes ont adapté leur économie à l'économie de guerre, et ils se sont beaucoup inspirés, et ils m'ont beaucoup interrogé, disait Sapir, Oui. sur la planification à la française des années 50-60, et c'est ce modèle-là qu'ils ont appliqué. Donc, si tu veux, c'est encore plus rageant. C'est-à-dire qu'on avait un modèle qui fonctionnait, comme on avait une école qui fonctionnait, comme on avait les meilleures routes du monde, comme on avait le meilleur système de santé du monde, comme on avait la deuxième agriculture mondiale et la première agriculture d'Europe, comme on avait fait le Concorde, comme on avait une industrie de pointe qui fonctionnait, et tout ça Nucléaire. a été foutu par terre et foutu en l'air depuis 50 ans. Donc c'est absolument rageant. Euh, et j'entendais tout à l'heure que Amélie de Montchalin, interrogée sur la liquidation de Brandt, disait ah ben oui, mais il faut comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas en arrière, on peut plus le faire, et ben on peut plus le faire, on va faire autre chose. Ben non, c'est-à-dire qu'un pays qui ne produit pas tout, un pays qui ne produit pas tout, il ne produit, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Tu vois, quand tu regardes par exemple un pays comme
comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, Mhm. ils ont gardé des fabrications de tout. C'est-à-dire que bien sûr qu'ils importent, bien sûr qu'ils exportent, bien sûr qu'ils commercent, mais en même temps, ils ont protégé leur propre appareil de production et ils continuent à avoir une production diversifiée. Voilà, donc si tu veux, tout ça, c'est un renversement, c'est un renversement de toutes les politiques qui ont été menées depuis 1974. C'est ça. Donc si tu veux, c'est colossal ce qui nous attend comme tâche. Si jamais on arrive un jour, on y arrive un jour. Mais sinon, on crèvera. Hein. Je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Ah oui, l'Europe va imploser de l'intérieur. Les peuples Quoi, vont. si tu veux, aujourd'hui, c'est ce qui me semble. Hier, on a commémoré les 5 ans de la mort d'une amie très chère qui s'appelait Coralie Delhomme, Ah bah euh, oui. qui, qui a écrit L'Europe des États-Unis, qui a écrit Le couple franco-allemand n'existe pas, qui a écrit toute une série. Et Coralie et moi, on était Ami. proches et on se parlait souvent et on échangeait souvent. Et on avait un petit désaccord. Moi, je pensais que l'Union européenne finirait par disparaître par la périphérie. Et au moment de la crise grecque, si la Grèce sort de l'euro, l'euro explose parce que la Grèce sortant, l'euro va se réévaluer. Il va devenir insupportable en termes de taux de change pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Italie, pour la France, etc. Et donc, il va y avoir une divergence telle que tout va péter. Alors, d'abord, elle y a cru, et puis ensuite, quand ils ont fait les mémorandums et tout ça, elle m'a dit, mais tu sais, ça pètera jamais par la périphérie, ça pètera par le centre. C'est-à-dire, ça pètera par l'Allemagne, quand l'Allemagne n'aura plus intérêt à ce que ça dure. Bon. Alors, si tu veux, on est, à mon avis, pas très loin de ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois bien comment aujourd'hui, l'Allemagne est en train de perdre, par sa faute, hein, Nord Stream, le gaz pas cher, etc. L'Allemagne qui a été jusqu'à 220 milliards d'euros d'excédent. Bien sûr, et elle est en train de perdre sa base industrielle parce que en perdant le gaz à pas cher, ces industries partent aujourd'hui aux États-Unis où elles peuvent fonctionner avec du gaz de schiste, Voilà. moins cher que l'énergie produite en Allemagne, d'autant plus que les Allemands ont sacrifié leur industrie nucléaire, etc., etc. Donc, si tu veux, or, le modèle allemand, c'était quoi? C'était, on fait fabriquer les produits semi-finis en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, etc. On fait venir ces produits semi-finis faits à pas cher parce que la main-d'œuvre est moins chère dans ces pays-là, Oui. et on la valorise chez nous. C'est ça. Et donc, la plus-value reste en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que d'une part, la base industrielle disparaît à cause du prix de l'énergie et des sanctions contre la Russie. C'est-à-dire qu'on s'est tiré, et les Allemands se sont tirés une grosse balle dans le pied. Hein. Voilà. Et puis de l'autre côté, ils sont en train de perdre le flanc oriental qui est en train d'entrer en dissidence. C'est-à-dire que Orban, Babiš maintenant en République tchèque, la Croatie Tout à qui fait. ne veut plus,
qui ne veut pas aller en Ukraine, la Pologne qui est très divisée, mais qui a élu un président qui est pas du même bord que le Premier ministre, Et on qui commence à même, voir maintenant des scissions, des désobéissances avec les blés russes et ukrainiens. bien sûr, La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie la ont, Slovaquie, alors j'oubliais, ils ont désobéi, ils n'ont pas laissé rentrer les blés. Et ils se bien sont fait sûr, taper sur les doigts par l'Union européenne et ils leur ont dit un peu comme avait dit De Gaulle pendant la guerre, j'y suis, j'y reste. bien sûr. Et alors, si tu veux, la Roumanie, on n'aurait pas annulé le premier tour de l'élection présidentielle roumaine Oui, sous des prétextes absolument fallacieux. On n'aurait pas annulé ce premier tour. Eh ben, on aurait probablement une Roumanie qui aurait suivi la même voie. Je te signale que le gouvernement bulgare vient de tomber il y a 3 jours sur des. La Bulgarie doit rentrer dans l'euro dans 3 semaines ou dans 15 jours, ce qui va être une catastrophe économique pour le pays. Mais ah oui, bon, ah voilà. oui. Donc le gouvernement vient de tomber. En Bulgarie, ça va être la 8e élection législative depuis 2022, je crois. Si tu veux, on est et donc manifestation et montée en Bulgarie des partis eurocritiques, ou eurosceptiques, comme on dit. Oui, Donc, si eurosceptique. tu veux, on a toute la frange orientale de l'Europe euh, qui était en fait un hinterland de l'industrie allemande, qui est en train de basculer dans autre chose. Donc, si tu veux, la guerre en Ukraine, comme toutes les guerres, est un accélérateur de l'histoire. Et à mon avis, on s'approche on s'approche de très près d'une explosion en vol. Oui, oui. Et Et alors, dans cette explosion en vol, les Allemands auront préparé le terrain. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que les marques restent stockées, les vieux marques restent stockées, prêts à être remis en j'en ai circulation. entendu Je parler moi sais, aussi, oui. je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais à mon avis, il y aura un plan B. Il y aura un plan B en Allemagne qui sortira s'il a besoin de sortir. En revanche, nous, on peut être sûr qu'on sera pris au dépourvu, si tu veux, parce que avec l'idéologue borné et stupide qu'on a à la tête du pays et sa bande de bras cassés, il est sûr qu'ils auront rien préparé à l'avance comme plan B et qu'on sera pris totalement au dépourvu. Voilà ce que je pense. Après, si tu veux, Alors, sur les le reste, c'est de gouvernements, la dispute sur le sexe des anges. C'est-à-dire, oui, oui, sur les gouvernements, tu voilà. disais, il y a les eurosceptiques. Eurosceptiques, moi, je dirais plutôt, faut être eurolucide, justement. Oui, 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 Et oui, c'est oui, oui, François oui. Coq qui explique bien que quand on regarde dans l'Union européenne, les gouvernements en place, c'est que des coalitions Bien ultra sûr, minoritaires. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La Bulgarie, là, ils en sont, je te dis, à la 8e tentative. Donc, il y a eu 8 élections législatives en 4 ans. Et à chaque fois, on essaye de bricoler un truc qui dure 3 mois, 4 mois, 6 mois, suivant les coups. Là, ce coup-là, ça a duré 8 mois. Et puis, au final, c'est les partis qui n'ont jamais été au pouvoir qui grimpent dans les votes à chaque fois parce qu'ils ne se sont pas compromis dans les échecs des gouvernements précédents. Ça ne veut pas dire qu'ils feraient mieux, mais en tout cas, on est à un moment de crise aiguë de cette technostructure européenne et qui n'a plus, en réalité, qui n'a plus d'autre issue que de renforcer la censure et de renforcer l'autoritarisme. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est les deux choses qu'on voit à l'œuvre
l'autoritarisme dans la crise paysanne. Enfin, si tu veux aller balancer sur des éleveurs des gaz avec avec des hélicoptères, mais enfin, avec un hélicoptère et mettre des blindés face à des gens qui demandent juste à ce qu'on les écoute, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Alors tu me diras, on savait de quoi était capable ce pouvoir depuis les mains arrachées et les yeux crevés des gilets jaunes. Mais enfin, on en a un exemple de plus. Donc, Olivier, je vois il reste 1 ou 2 minutes. Ton mot de conclusion, Mon mot de conclusion, que écoute, je te réinviterai de toute façon. mon mot de conclusion, c'est quand on est dans un carcan, soit Oui. on le brise, soit on y crève. Voilà. Donc si tu veux, aujourd'hui, il faut briser ce carcan européen. Alors, le mieux, ça serait de le briser dans l'ordre et la concorde, et de s'attacher dès maintenant à savoir comment on dissout tout ça et comment on refonde autre chose. Euh, En dehors de ça, je crains qu'on aille vers un avenir où les choses se feront dans le désordre et où il y a peu de chances que ça se fasse dans la paix, la fraternité et la sérénité. Voilà, donc si tu veux, c'est ma conclusion et je souhaite évidemment de tout mon cœur qu'on s'évite cette épreuve, mais à mon avis, cette épreuve, elle devient de plus en plus probable chaque jour qui passe. On est beaucoup là, ça sera la fin, on arrive à la fin de l'émission, mais on est beaucoup, Jacques Cheminade et d'autres le disent, c'est de commencer à tisser des liens, il y a déjà des contacts, hein, avec un groupe de pays, européens ou pas, hein, qu'on commencerait à faire des échanges et de la coopération, et d'un seul coup, on annonce qu'on peut partir. Mais pour partir, faut qu'on prenne un peu de force, faut pas qu'on soit faible. Ah Hein. ben c'est sûr que dans l'état où on est à l'heure actuelle, c'est pas facile. Bon. Ben écoute, Olivier, je te dis bonne soirée. Et puis à la prochaine, on refera le point parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements. Eh ben bonne soirée, oui oui, on peut se revoir Et dans tu nous quelques temps reparleras de la Grèce, que je l'évolution. te dise comment se conclut la crise agricole en Grèce. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous Au revoir. et Au merci de ton revoir. invitation. Merci.